Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va parler environnement avec le bon, le Barbarini et le Libou, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum le Libou. Bonsoir Gismi. Bonsoir Monsieur le Bon. Bonsoir Gismi. Et bonsoir Monsieur Christophe Barbarini. Bonsoir. Alors, environnement pour Koulsoum le Libou, c'est quoi? Alors, bon, déjà, comme on a l'habitude de recevoir Johnny Lebon et qu'on a déjà bien parlé avec lui de tous les problèmes d'environnement et de... Voilà. Alors, pour moi, environnement, c'est tout ce qui touche à notre milieu, autour de nous. Mais évidemment, Christophe a invité un spécialiste. Johnny a invité Ah ouais, Johnny, pardon, a invité un spécialiste. Je crois qu'on a inversé. Non, on est dans une autre dimension. C'est moi. Je comprends. C'est Johnny qui Voilà, donc j'ai tenu à emmener Christophe, qui est un combattant de la première heure, sur le combat de Casabona. On va essayer de ne pas utiliser le mot combattant dans le cadre actuel de la Oui. guerre. Ah oui. Ça peut être très mal interprété. Qui est un défenseur Oui. de l'environnement. Donc, on a été ensemble sur le combat de Casabona avec d'autres personnes que, par exemple, Mireille. Rappelle-nous Casabona. Casabona à Saint-Pierre, donc je vais lui laisser la parole pour qu'il vous l'explique mieux. Qu'est-ce que c'est Casabona? Voilà. Alors, on va d'abord commencer par quelque chose. Alors, Christophe Barbarini, quelle est votre profession? J'étais professeur des écoles. D'accord. Et là, j'ai pris un peu de distance avec le milieu de l'enseignement parce que la cause justement de l'environnement et de la protection de l'environnement à La Réunion m'a appelé, j'ai envie de dire, notamment à Casabona. D'accord. Ah. Parce qu'il se passe aujourd'hui des choses qui sont assez... On va rappeler le cas de Casabona. Alors, Casabona, c'est un tout... C'est l'arbre qui cache la forêt. Absolument, absolument. C'est l'arbre qui me permet de découvrir la forêt sur laquelle qu'on menace en ce moment. Et en fait, Casabona, c'est une petite forêt à l'entrée de Saint-Pierre. C'était une petite forêt à l'entrée de Saint-Pierre. La dernière, en fait, qui était encore un état à peu près naturel et qui est menacée. Enfin, maintenant, elle est en lieu et place de la moitié de la petite forêt, il y a un centre commercial qui a poussé. Encore un. Et il lui reste juste... Qui a poussé depuis quand Christophe? Depuis 2019. Le début des C'est travaux, juste à c'est en l'entrée, ça. 2019. Ouais. Juste D'accord. après. Pour ceux qui connaissent, il y a le rond-point du boulevard Banque Oui. avec le McDo. Et c'est quand vous descendez. Voilà, juste à droite. Et il y a ici un énième centre commercial qui s'est monté en moins de 3 ans. Oui. C'est toujours impressionnant de voir comment du béton peut pousser à la place des arbres. Ben justement, c'est pour ça que j'ai tenu à l'inviter, parce que tu sais très bien que moi, mon combat, c'est l'écologie. Et quand je vois comment on bétonise et qu'on met des grandes surfaces à la place de chaque parcelle de petite nature qui nous reste, donc... Et quel impact alors sur l'environnement? Ben, ça détruit, ça dénature, il y a une biodiversité dans ce coin-là. Il y a des arbres, il y a une vie, dans le sol, il y a une vie aviaire. Donc ben, ça dénature le site, ça casse complètement l'environnement. Et puis c'est un poumon vert, on a plus d'espace pour respirer. Saint-Pierre, il n'y en a plus. Et il y a aussi un petit quartier longtemps, qui est le quartier de Casabona, qui est juste en dessous de la forêt, qui est impacté par le centre commercial. Et lui est directement... ce quartier-là, il est dans les plans d'urbanisation de la commune et de la région. Ce quartier-là est amené à être densifié. Ah. Et qui dit densifié, dit que quand on voit la proximité des maisons, et c'est des maisons longtemps en fait, avec un petit jardin derrière qu'on aime bien, quoi. Et quand dans les plans il y a écrit densification de quartier, ça veut probablement dire que pour densifier, il va falloir monter. Ça veut dire qu'à terme, ce qui arrive dans l'entrée de Casabona avec un centre commercial qui a plus de 4 étages, ça arrivera sur le quartier de Casabona longtemps aussi. Ça veut dire déloger les gens, déplacer le monde, ça veut dire... Pas forcément. Pas forcément. Je crois que ce qui se pose comme problème à ce niveau-là et au niveau de Casabona, c'est que s'ils veulent densifier la ville, c'est de créer des boutiques, des magasins, de continuer à développer. Enfin, on dit que c'est pour la ville, mais c'est plus pour l'extérieur, parce que centre commercial. Le centre commercial, c'est plus pour toute la région. Il est évident qu'il y a une volonté toujours d'apporter plus de béton, plus d'affaires. Et pour eux, c'est comme ça qu'on développe. C'est ça. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Quelles actions
Est-ce que Quelles vous avez actions des actions? Vous avez déjà mené des actions? Et voilà. Alors, Comment on mène des actions dans ce genre de... pour dire à ces multinationales, à tout ce monde-là, qu'on n'est pas d'accord, comment on fait? Comment on s'y prend pour dire qu'on n'est pas d'accord? On a effectivement affaire au monde de la finance qui vient avec son projet de développement commercial. Et le début de l'action dans laquelle je me suis intégré moi, c'est le 19 février 2021. C'est une date clé parce qu'en fait, c'est un moment où, pour lancer la construction de cette route qui manque à l'ouverture du centre commercial, il y a eu une opposition de la population, une opposition... on s'est retrouvé en fait à plusieurs à protéger ce petit bout de forêt qui allait être rasé pour mettre la route à la place. Et ce groupe qui s'est créé là, c'est un moment clé pour moi, parce que c'est un groupe qui s'est créé sans aucune considération de différence, d'où tu viens, qu'est-ce que tu viens faire là, nanana. On est tous venus pour la même chose, la protection de cette petite zone menacée par un centre commercial. Ah oui. Donc l'action, la première, c'était ça. C'est celle-là. Et en pleine nuit du 19 février, je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y a Non, eu moi, non. une action, le promoteur municipal a choisi d'envoyer des élagueurs marrons, enfin pas marrons, des élagueurs, mais dont c'était pas le métier premier puisqu'il faisait partie du bâtiment, accompagnés de police municipale, pour forcer un petit peu la conduite de chantier. Et c'est là que la population dont je fais partie, la société civile, s'est rejointe. Et on s'est tous dit, non, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Et ça a été un moment très clé, parce que justement, dans le Féloir, nous la gagnons tout ensemble pour arrêter bande tronçonneuse et bande pelleteuse, c'était là. Ils ont stoppé, dans le reportage qu'il y a eu, qu'on a pu voir à la télé, on a vu des individus qui ont empêché l'abattement des arbres, qui ont empêché le travail qu'ils vous allaient réaliser sur cet espace. C'est ça. Et moi, si j'ai rejoint le combat, c'est justement pour ça, c'est pour demander à chaque créole de protéger, de faire le maximum pour protéger chaque parcelle qu'on veut nous spolier. Pour moi, ça, j'appelle ça de la spoliation. Alors, à ce sujet, on va faire un rappel, c'est un clin d'œil à la prise de position du maire de Saint-Denis, Erika Barej, qui aujourd'hui, je ne sais pas si dans les faits, ça sera fait, mais en tout cas, elle veut protéger tous les espaces qui existent encore sur Saint-Denis. J'espère que ça se fera et que c'est pas une énième éco-tartufferie. J'en ai parlé la dernière fois. Il faut qu'on arrête de privilégier l'économie au détriment de la nature. La nature, c'est notre bien commun. Tout le monde en a besoin de ça. Les arbres nous donnent l'oxygène dont on a besoin pour respirer, comme je te disais la dernière fois. L'ombre, quand il fait trop chaud. Et couper des arbres, pour moi, ça devrait être inscrit dans la Constitution en termes d'écocide. On ne peut pas continuer à détruire la nature sans en payer les conséquences pour nous, mais aussi pour les générations qui vont venir derrière. Et on le voit qu'on n'arrête pas de prendre les terres agricoles pour en faire des projets. Malheureusement, c'est de la spoliation. Les groupes, les multinationales et les lobbying, comme je te disais la dernière fois, que ce soit agricole ou autre, ils veulent mettre la main dessus pour pouvoir toujours pour progresser au niveau économique. Et Casabona, c'est exactement ça. C'est l'économie prime sur la nature. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a un danger à La Réunion, c'est la spoliation. C'est tout ce qui est, j'allais dire, la concurrence pour avoir des terrains, de faire de l'immobilier. Et à La Réunion, c'est vraiment quelque chose qui marche quand on connaît le prix du terrain au mètre carré. Mais c'est des logiques en fait, c'est des logiques politiques qui sont établies depuis 2011. En fait, les responsables, les gouvernants se sont penchés sur la conduite du développement de la Réunion et ils ont créé un schéma d'aménagement régional depuis 2011 qui part de ce paradigme-là, part de ce départ-là. Il faut développer économiquement, ramener du capital et qui dit ramener du capital dit ramener de la population. Ramener de la population, comment on fait pour ramener de la population sur l'île ? Avec la démographie qu'on a, il faut la faire venir de l'extérieur. Et en la faisant venir de l'extérieur, on rajoute, à cause de la nécessité commerciale, pour le développement commercial, qui, à mon avis, c'est de bon cœur. Ils essaient de faire des choses, ils ont essayé de faire des choses dans le temps de 2011, qui était plutôt censé essayer de ramener du capital pour faire vivre économiquement l'île, mais aujourd'hui, on n'est plus en 2011, on est en 2022. Alors, quand on sait que au niveau de l'immobilier, il y a plus ou moins 5000 appartements
vide à La Réunion, ça veut dire vraiment qu'il y a une surenchère. Et toujours construire et toujours avoir besoin de terrain, quoi. C'est pas seulement ça, c'est la marchandisation de chaque espace. On voit sur Casabona, on voit sur Domon-la-Plaine, on voit sur les jardins de Manapani. On marchandise notre terre. On estime que la nature est une marchandise sur laquelle on doit gagner de l'argent. Alors que c'est un bien qui appartient à tout le monde. La mer, la forêt, c'est un bien qui appartient à tous les Réunionnais. Hein? On est en train de breveter la nature. Moi, c'est ça que je trouve aberrant. Alors, moi, je voudrais revenir un peu sur cette histoire de besoin économique. Parce que pour moi, ça ne me parle pas, pas vraiment. Pourquoi on parle de besoin économique à développer, à couper des arbres Parce qu'à chaque fois, quand on dit qu'on crée, on crée une grande surface, c'est on crée des emplois. J'allais dire, on fait en sorte de présenter le projet comme un bienfait pour la société. Quand on crée quand on va créer des logements, c'est des emplois. C'est de faire travailler des gens dans le BTP. Quand on crée une grande surface, c'est des emplois, vraiment des emplois pérennes. Donc, avec ces mots, on justifie les décisions politiques. Et ah oui, on justifie la destruction de tout ce patrimoine. Malheureusement, le juge de paix sera le climat. C'est lorsque, comme il y a eu des oiseaux sur la route du littoral, et qu'à un moment donné, il fallait prendre une décision. Est-ce qu'on protège quelques oiseaux ou on donne du travail à des êtres humains qui veulent faire vivre leur famille? Quand vous mettez ça en balance, la décision, elle est facile à prendre. Oui, mais il faudrait... Excuse-moi, il faudrait inscrire, comme vous savez, il y a un philosophe français qui s'appelait Michel Serres, qui est décédé il y a 3 ou 4 ans, et qui avait demandé à ce qu'on inscrive dans la Constitution une déclaration des droits comme les droits de l'homme en 1789, la Révolution française. Là, au même titre, on devrait inscrire la déclaration des droits de la nature. Chaque destruction de nature devrait, pour moi, être un écocide. Le réchauffement climatique va nous impacter directement. On est obligé de changer de modèle. On est obligé de changer de modèle de société. On est obligé. On est dans le mur. On est dans le mur. Oui. M. Barbarini voulait dire c'est que c'est la société de consommation qui amène ces infrastructures dans lesquelles on s'implante pour travailler. C'est ça. Donc en fait, c'est vraiment un fait civilisationnel. C'est qu'ici, à La Réunion, moi j'y habite depuis 14 ans. Et je l'ai vu évoluer. Je venais de la région parisienne. Ça se voit pas trop, mais... Je venais de la région parisienne et en 14 ans, j'ai vu évoluer l'entrée de Saint-Pierre de la même manière que j'ai vu évoluer ma banlieue parisienne natale. Ah oui. On est en train de suivre un schéma de développement civilisationnel sur lequel s'implante la société de consommation, les centres commerciaux, les travaux avec des contrats qui sont plutôt à durée déterminée, indéterminée, la précarisation du travail. Tout ça, c'est un phénomène civilisationnel qu'on connaît déjà, qu'on a vécu en métropole et qui est en train d'arriver ici. Alors peut-être que la solution serait, vous me le direz, d'éduquer la population, de refréner cette consommation de masse. La question, avant que Johnny Lebon réponde, je vais juste poser la question par rapport à ce que vient de dire Koussoum Libou. Les décisions ne viennent pas du peuple. C'est là le problème. Même si on est en démocratie, les décisions viennent d'en haut, de ceux qui ont de l'argent et de ceux qui génèrent de l'argent pour en avoir encore plus. On a vu que le Covid a créé un contexte où les plus riches se sont encore enrichis. C'est là, plus il y a des crises, plus les plus riches s'enrichissent. Donc, à la rigueur... C'est comme un paradoxe, presque. Les plus pauvres s'appauvrissent aussi. C'est ça. La précarisation le fossé entre les riches, comme tu dis, et les pauvres se creuse de plus en plus, et au détriment, malheureusement, de la nature. Parce que on construit, ça profite à des mannes financières qui viennent la plupart du temps, par exemple, pour reprendre les centres commerciaux. Et la plupart des centres commerciaux de La Réunion sont gérés par des gens qui viennent de l'extérieur. Je ne vais pas citer le nom sur la télé, bien sûr, mais tout le monde sait que c'est un groupe qui vient de l'extérieur. Donc ça ne profite pas
à la terre réunionnaise. Nous, en tant qu'insulaires, on voit notre pays spolié, détruit, on voit du béton partout, on est dans des comas circulatoires permanents. Ça ne profite pas à nous, créateurs insulaires. Et c'est nos enfants qui vont en pâtir demain matin, le réchauffement climatique. On se retrouve de ce que dit Johnny, je le vis aussi, et on se retrouve aujourd'hui à une situation de quasi-infarctus. Sur l'île, en fait, on se retrouve tous... On est bloqué le matin. Bloqué dans ce stress. Ouais. Et du coup, on se retrouve un peu comme quelqu'un qui vient voir son médecin dans un état douloureux, en souffrance, tous, hein, d'où qu'on vient. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va voir un médecin et que le médecin dit ici ça va pas, ici ça va pas, ici ça va pas, vous consommez trop, vous produisez trop de carbone, vous développez trop d'infrastructures à béton, vous coupez la nature. Si le médecin dit ça, le médecin en l'occurrence c'est le GIEC, qui est le groupement international pour l'étude du climat, d'experts sur le climat. Il a sorti tout récemment son deuxième rapport d'étude sur l'état global de l'humanité. Et sur la manière dont il joue sur le réchauffement climatique. Donc le médecin, c'est lui, c'est l'expert, c'est une quantité phénoménale de scientifiques qui sont regroupés, qui ont regroupé des études et qui ont chiffré l'état de pathologie du monde entier et aussi de la Réunion, parce qu'on suit exactement le même chemin. Bien sûr. Dès l'instant que le médecin établit ce diagnostic, vous, quand vous allez voir le médecin, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Soit on ferme les yeux, soit on les ouvre et on change de comportement. Si on ne change pas de comportement, ça veut dire qu'on ferme les yeux, on va rester dans cette situation quasi d'infarctus. Et dans l'infarctus, on a la douleur, on a les problèmes de division locale, parce qu'on parle beaucoup de la guerre en Ukraine et en Russie, mais sur le chemin du développement de l'île, il y a deux guerres qui nous menacent, c'est les guerres extérieures, qui vont générer des problèmes pour l'approvisionnement de l'île, et aussi les guerres intérieures. Si on se retrouve à avoir trop mal, on va se retrouver on le vit déjà un petit peu dans le moment politique qu'on traverse. Oui. Pointer nos voisins, c'est eux qui sont... C'est exactement ce que je te disais la dernière fois, c'est s'entraider ou s'entretuer. On est dans ce schéma-là. C'est-à-dire, comme Christophe disait, nous, en tant qu'insulaires, on est ultra dépendants de ce qui vient de l'extérieur. Il faut qu'on arrive à travailler sur l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance énergétique, la localisation, travailler avec des pays de la zone au lieu de faire venir réfléchir sur un nouveau modèle de société. Est-ce que, justement, quand on regarde depuis l'après-guerre, les années 50, est-ce qu'il y a une volonté vraiment de rendre la Réunion autonome, ne serait-ce qu'au point de vue alimentaire? Ou est-ce qu'on a toujours besoin de mettre un système où on peut contrôler, où la Réunion est dépendante de l'extérieur? C'est, encore une fois, la volonté politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique? Malheureusement, il n'y en a pas, parce que, par exemple, quand on regarde au niveau de l'agriculture, on sait très bien qu'on est le 3e département, j'en ai parlé la dernière fois, on est le 3e département français le plus utilisateur de glyphosate. Donc, si on utilise du chimique, soi-disant pour pouvoir donner de la nourriture aux gens, moi, j'estime que entre guillemets, c'est criminel. C'est-à-dire qu'on doit absolument changer de ce modèle. On doit revenir sur des agricultures comme on avait dans les années 40-50, de la polyculture vivrière, revenir sur des légumes qu'on a localement, replanter. Là, il y a des gens qui replantent du riz. On peut se mettre au blé, on a du camba, on a de la patate, on a du songe, des fruits à pain. On peut travailler sur ça. C'est comme tu disais, c'est une volonté politique. Alors moi, je dis politique, oui, mais peut-être aussi individuelle. Pardon, je voulais faire. Pour moi, il y a deux espaces politiques. Il y a l'espace politicien, et après, il y a l'espace politique dans la étymologie du terme. Voilà. Et comme je vis, moi, à La Réunion, il y a un côté politique encore très... Il y a une culture politique on va dire de l'humilité et de la suffisance où dans bon peu de maisons créoles que je visite, il y a toujours le petit jardin où derrière il y a planté pour manger, tout ce qu'il faut pour se soigner. Donc au niveau politique, je crois qu'on est un des territoires au monde où il y a encore cette culture très prégnante, où les gens ont encore les pieds ancrés dans le sol, où ils font attention à eux directement par leur petite cour. C'est peut-être ce qui nous sauvera. Je pense, à mon sens, c'est ce qui m'a sauvé moi personnellement, et je pense que il est temps de... C'est la conclusion de mon livre. Je souris parce que c'est une telle évidence. Oui. C'est une telle évidence que quand on regarde le nombre de gens qui viennent un peu de toutes parts
du monde qui viennent vivre à La Réunion. C'est pas un hasard. Non. Cette terre, elle a vraiment quelque chose qui n'existe plus On ailleurs. est laboratoire mondial. Ouais. Hier, sur le journal de hier, j'en ai parlé avec le journaliste du quotidien. On a une biodiversité incroyable à La Réunion. On est laboratoire médical. On a toutes les plantes médicinales qui pourraient devenir des médicaments pour soigner les gens dans toutes les pathologies. Et après, j'en ai parlé la dernière fois aussi, on a l'autosuffisance énergétique, on a l'éolien, on a le solaire, on a la géothermie, on a l'énergie marémotrice. Voilà, c'est ce que j'avais dit. On a les mers, ouais. On a toutes les énergies possibles qui pourraient nous emmener vers l'autosuffisance alimentaire. Je pense que les politiciens, ils en prennent conscience. Après, mais est-ce que pour autant, ils ont vraiment envie? On a bien vu, à l'époque de Paul Vergès, l'équipe a reculé sur plusieurs projets. C'est le pouvoir du lobbying, c'est le pouvoir de l'argent. C'est la pression de ceux qui veulent pas qu'on change de modèle parce que eux ils sont gagnants. Bien sûr. Si on reste dans ce modèle-là, nous on est perdants. Ces grands groupes, ils continuent à s'enrichir et voilà, ça continue, le schéma continue. Je vous laisse conclure. Moi, c'était plus... il est temps de mettre la Réunion en l'air et de faire parler la population de la Réunion pour elle mettre en avant son modèle, on va dire, ancestral, et que le politicien entende que le plan qui a été établi en 2011 ne nous va plus aujourd'hui en 2022 dans la situation dans laquelle on est. Quel autre plan on a localement? On a ces plans ancestraux dont on sait qu'ils marchaient et qu'ils peuvent encore marcher si on arrête d'appeler à la densification de la population, si on revient sur les objectifs du 1 million d'habitants en 2030, mais tout ça, ça veut dire que les politiciens doivent revenir sur ce schéma d'aménagement régional qui n'est plus du tout au goût du jour. On aura l'occasion d'y revenir. De toute façon, vous êtes les bienvenus là-dessus, puisqu'on parle du climat, on parle du devenir, de ce qu'on va... J'adore ce proverbe africain qui disait... On n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on emprunte la terre de nos enfants. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Qu'est-ce qu'on va leur rendre, en fait? Ça, c'est la question. Merci à Christophe Barbarini et à Johnny Lebon pour cet échange. Merci à vous. On va marquer une pause et on retrouve Koussoum Lolibou avec un nouvel invité. Comment on peut définir cette structure? Donc ici, vous êtes dans un ESAT. Donc ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail. Donc on fait partie de l'association ALEFPA. Et c'est un établissement qui accompagne des travailleurs en situation de handicap. La particularité d'un ESAT, c'est qu'on est à la fois une entreprise et un établissement médico-social. Ça se définit comment le travail autour des personnes porteuses de handicap? Alors c'est un accompagnement un peu particulier, donc on accompagne les personnes en situation de travail en fait. Donc ici à l'ESAT de Saint-Leu, on a plusieurs activités de mise au travail. Donc on fait de l'entretien et de l'hygiène des locaux, on fait de l'entretien des espaces verts et on fait également du conditionnement, donc atelier dans lequel vous êtes aujourd'hui. Quand on parle d'accompagnement, est-ce qu'on doit aussi parler d'insertion professionnelle? Tout à fait. Donc l'ESAT, en fait, aujourd'hui, fait partie de ce qu'on appelle le milieu protégé, donc où il y a tout un environnement qui est mis en place autour du travailleur pour l'accompagner dans sa situation de travail, donc avec la supervision d'un moniteur d'atelier. Mais les travailleurs qui sont accueillis ici n'ont pas du tout vocation à passer leur vie en ESAT. Et nous, notre travail, c'est de les accompagner justement vers l'inclusion dans le milieu ordinaire de travail, en développant leurs compétences ici à l'ESAT, dans le milieu protégé. Alors, quand on entend le terme inclusion ou inclusif, en matière d'accompagnement, qu'est-ce que cela implique le plus? Alors en fait, d'accompagner vers l'inclusion, ça va être pour nous d'aider la personne en situation de handicap à trouver sa place dans l'entreprise ordinaire et lui donner les moyens de s'y insérer en mettant en place des outils de travail adaptés, donc en adaptant son poste de travail sur le plan ergonomique par exemple,
lui donner les outils aussi qui va lui faciliter la gestion de son planning, donc mettre en place des outils qui lui soient propres, adaptés, ça peut être avec des pictogrammes, lui faciliter en fait sa mise en situation de travail, parce que ce qui est important de retenir, c'est que les personnes qu'on accueille ici sont tout à fait au moins aussi capables que les personnes qui travaillent dans le milieu ordinaire. Il s'agit juste simplement de leur donner un petit coup de pouce, et c'est des personnes qui ont de réelles compétences dans leur métier et qui le font tout aussi bien que des personnes dites ordinaires ou valides. Quel profil doivent avoir les bénéficiaires qui voudraient accéder à votre structure ? Alors donc les personnes qu'on accueille ici nous sont orientées par la Maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH. Elles ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donc une RQTH, et une orientation vers notre établissement qui est prononcée aussi par la MDPH. Donc à l'ESAT de Saint-Leu, nous on accueille des personnes qui ont soit une déficience intellectuelle, soit des troubles psychiques. Ce qui veut dire que le travail est, en termes de handicap, lorsqu'il s'agit du mental et de la psychologie, le travail est... Comment vous définissez, vous mettez en place des stratégies justement pour accompagner ce public ? Alors le travail, déjà, ce qu'il faut savoir pour ce public, c'est que c'est une valeur qui est très importante, c'est que c'est un vecteur réellement d'épanouissement, comme pour chacun d'entre nous. Et les accompagnements spécifiques qu'on va pouvoir mettre en place, ça va s'appuyer sur notre équipe pluridisciplinaire. Donc il y a un accompagnement au quotidien par le moniteur d'atelier qui va prendre en considération sa situation du travailleur au quotidien, son état psychique en arrivant le matin, lui apporter l'écoute nécessaire pour qu'il puisse se rendre disponible pour sa journée de travail. Et il va y avoir aussi l'intervention au besoin de l'éducatrice spécialisée ou de l'infirmier. Voilà. Il y a un critère d'âge ? Oui, donc ici les personnes qu'on accueille sont âgées entre 18 et 60 ans. Et à 60 ans, ils ont le droit d'aller à la retraite comme tout le monde. L'insertion par le travail, même chez le public handicapé, c'est quelque chose aujourd'hui qui est une valeur qui n'arrête, qui ne cesse de monter. Oui, tout à fait. Donc c'est ce que demandent les politiques publiques, donc de faire au maximum de l'inclusion, de l'insertion en milieu ordinaire. Donc nous, on a pour ça aussi mis en place un accompagnement spécifique qui sera assuré par un chargé d'insertion. Donc ce professionnel aura pour mission de repérer un petit peu les travailleurs qui ont cette envie d'y aller, travailler en milieu ordinaire, de faire avec lui un peu le bilan de ses compétences, de lui apporter les formations complémentaires nécessaires, et ensuite de faire avec lui son CV, sa lettre de motivation, travailler avec lui sur comment je me présente dans une entreprise, comment je mets en valeur mes compétences et comment je vais intégrer concrètement cette entreprise. Ça va être ma dernière question, elle va être malicieuse. À quel moment, pour vous, qui êtes la responsable de cette structure, vous regardez ce public comme un public normal, parce qu'à un moment donné, on voit qu'ils ont des compétences qu'on ne voit pas généralement le public. On voit qu'ils ont des compétences. Ils ont une différence, bien sûr, mais ils ont une compétence. À quel moment, pour vous, ce public devient un public normal ? J'ai envie de dire que ce public, c'est un public normal pour moi tous les jours. Et je suis honorée de pouvoir faire ce travail et de contribuer à mon niveau, à les aider à s'épanouir au quotidien par le travail, à trouver leur place dans la société, parce que ce sont des personnes qui sont extraordinaires et qui font de notre quotidien un quotidien dans lequel nous, au travail, on s'épanouit aussi. Et leur travail mérite d'être davantage considéré et davantage connu, parce que ce sont de réels acteurs économiques aussi et qu'on oublie souvent, malheureusement. On dit toujours qu'on voit ce qu'on leur apporte, mais c'est rare qu'on dit ce qu'ils apportent au public en face. Je suis bien d'accord avec vous, c'est pour ça que je vous dis que c'est une richesse de travailler avec eux au quotidien, parce que c'est des personnes qui vous rappellent en fait à l'essentiel, ce qui est important, qui vous rappellent des valeurs importants, type l'humilité, savoir apprécier ce qu'on a, le bonheur tout simplement, un petit peu à l'état pur, et aborder les choses avec beaucoup de simplicité. Et c'est des choses dont on s'éloigne beaucoup parce qu'on devient très vite superficiel, et les personnes avec qui on travaille nous rappellent ces valeurs essentielles.